Et si le véritable champ de bataille ne se trouvait plus uniquement dans les tranchées, mais se déplaçait, invisible, à travers les réseaux électriques, les data centers et derrière des portes verrouillées? Sommes-nous témoins d'une transformation sans précédent de la guerre moderne, où l'invisible devient aussi dangereux que le tangible? Dans la nuit du 16 octobre, une pluie de drones et de missiles s'est abattue sur l'Ukraine. Soudainement, des régions entières, comme Kharkiv, Poltava ou Dnipro, ont été plongées dans une obscurité totale. L'électricité s'est effondrée, semant le chaos dans des villes qui, quelques heures auparavant, semblaient encore fonctionner normalement. Au lever du jour, le cauchemar s'intensifie. Les infrastructures énergétiques les plus critiques sont frappées avec une précision chirurgicale, révélant une stratégie planifiée de longue date. Pour mesurer l'ampleur de ce choc, il faut se rappeler des précédents historiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les Alliés bombardaient les voies ferrées et les ponts pour ralentir l'approvisionnement allemand. Aujourd'hui, la cible n'est plus le chemin de fer, mais l'électricité, le réseau vital qui alimente chaque aspect de la vie moderne. Ce n'est plus seulement un front physique, mais une nouvelle dimension où l'infrastructure devient la première ligne de défense et d'attaque. À l'ouest, comme à Moscou, les réactions politiques ne tardent pas. D'un côté, les dirigeants promettent leur aide et appellent à la résilience, insistant sur la nécessité de tenir bon. De l'autre, des menaces voilées fusent, accompagnées de discours martelés à chaque nouvelle explosion. Ce ballet de déclarations s'apparente à une guerre psychologique, visant à influencer la perception de la crise autant que la réalité du terrain. Ce qui frappe, c'est la rapidité et l'efficacité de l'assaut. Les systèmes de surveillance ukrainiens, parmi les plus sophistiqués au monde, n'ont pas eu le temps de réagir. C'est un peu comme si, lors d'un match de football, une équipe marquait plusieurs buts en moins de 10 minutes, prenant totalement de court la défense adverse. Les civils, abasourdis, assistent impuissants à la multiplication des coupures et des pannes. On n'est plus dans le schéma classique de la guerre. C'est une révolution tactique et technologique qui se déroule sous nos yeux. Dans les rues désertées, sur les réseaux sociaux, le terme « cauchemar absolu » s'impose. La société ukrainienne, connue pour sa résilience, commence à céder à la panique. Car il ne s'agit pas d'une simple panne de courant, c'est l'effondrement de la normalité, la remise en cause même de la notion de sécurité. Tout le monde se demande « Et si cette nuit noire n'était que le prélude à une crise bien plus profonde ?» Pour comprendre cette mutation, il suffit d'imaginer une famille qui, du jour au lendemain, perd non seulement la lumière, mais aussi l'accès à l'eau, aux communications et aux soins. Les hôpitaux passent en mode dégradé, les transports s'arrêtent, les commerces ferment. Une réalité qui rappelle les grandes pannes historiques, comme celle qui a plongé tout le nord-est des États-Unis dans le noir en 1965, mais avec une différence majeure. Cette fois-ci, c'est intentionnel, orchestré, pensé comme une arme. La ligne de front n'est plus qu'un théâtre parmi d'autres. L'électricité, la logistique, le numérique, tout devient cible. Les centrales, les transformateurs, les data centers, les réseaux de distribution sont désormais aussi stratégiques que les tranchées. Pourquoi ce glissement? Parce qu'en frappant l'énergie, on désorganise la société entière, du militaire au civil, comme l'illustre la doctrine du « shock and awe », choc et effroi, utilisée lors de la guerre d'Irak en 2003. Chaque attaque récente en Ukraine est le fruit d'une planification méticuleuse. À Kiev, 2 centrales thermiques, vitales pour la capitale, ont été sévèrement endommagées. À Kharkiv, Poltava et Dnipro, les réseaux électriques sont méthodiquement mis hors service. Cela rappelle les frappes alliées sur les barrages allemands durant la Seconde Guerre mondiale qui visaient à inonder les vallées et paralyser l'industrie. Mais ici, ce sont des millions de foyers qui se retrouvent plongés dans l'obscurité, parfois pendant plusieurs jours. Derrière chaque coupure se cache une cascade de conséquences. Quand l'électricité disparaît, ce n'est pas seulement la lumière qui s'éteint. Les hôpitaux basculent sur générateurs, les opérations chirurgicales sont reportées ou annulées, les transports publics cessent de fonctionner. Les familles ne peuvent plus recharger leur téléphone, s'informer ou cuisiner. Les pompes à eau s'arrêtent, provoquant des pénuries d'eau potable.
Pour de nombreux Ukrainiens, la vie quotidienne devient un parcours du combattant. La logistique militaire, elle aussi, est affectée. Acheminer des renforts, des vivres, des munitions, organiser des évacuations, tout devient un défi monumental. Imaginez un convoi militaire forcé de s'arrêter faute de carburant, ou un poste de commandement incapable de communiquer avec ses unités. Ces difficultés rappellent les problèmes logistiques rencontrés par l'armée napoléonienne lors de la campagne de Russie, où le manque de ravitaillement a été fatal à la Grande Armée. Ces attaques s'inscrivent dans une montée des tensions diplomatiques sans précédent. L'Occident et la Russie multiplient les annonces, les mises en garde, parfois à quelques heures d'intervalle. Chaque déclaration publique, chaque frappe, ajoute une couche de complexité à une crise déjà explosive. C'est une guerre de communication autant qu'un affrontement militaire, où la perception importe autant que la réalité. Sur le terrain, la stratégie est claire. Drones et missiles sont lancés de façon coordonnée, saturant les défenses aériennes. Leur objectif est de prendre de vitesse les autorités locales, de semer la panique et de désorganiser la gestion de crise. En frappant simultanément plusieurs cibles, les attaquants cherchent à paralyser toute capacité de réaction, à instaurer un climat d'incertitude permanente. C'est une tactique inspirée des Blitzkrieg, ces offensives éclairs qui visaient à désorienter l'ennemi dès les premières heures du conflit. Ignorer ce changement de paradigme, c'est sous-estimer la vulnérabilité croissante des civils et des forces armées. Chaque coup porté à l'énergie, chaque rupture logistique, devient une arme silencieuse qui sape la résistance morale et matérielle de l'Ukraine. C'est la guerre hybride, à son paroxysme, où la frontière entre civils et militaires s'efface. Mais au-delà des infrastructures détruites, ce sont les équilibres politiques et militaires qui vacillent. La perception même de ce conflit, brouillée par la propagande, s'éloigne de la réalité du terrain. Les discours officiels peinent à masquer la gravité de la situation, et la confiance du public s'effrite. Quand la lumière vacille, c'est tout un front qui chancelle. L'obscurité n'est plus seulement l'absence de courant. Elle s'insinue dans les tranchées, trouble les esprits, érode la confiance entre soldats et officiers. On se retrouve dans une situation comparable à celle du siège de Sarajevo dans les années 90, où la population vivait dans la peur constante, privée des services essentiels. Dans le secteur de Kupiansk, les lignes ukrainiennes reculent. La zone d'évacuation, auparavant limitée, s'étend désormais à près de 40 villages supplémentaires. Des familles entières, enfants serrés contre leurs parents, fuient sous les tirs, abandonnant souvenirs et racines en quelques heures. C'est un exode rappelant celui des civils durant la bataille de Stalingrad, où chaque fuite était un pari sur la survie. Les renforts, humains et matériels, n'arrivent plus assez vite. Les unités envoyées en urgence manquent d'équipement, de repos, parfois même de conviction. Chaque tentative de contre-attaque se brise sur des défenses russes retranchées, rendant la moindre reprise de terrain presque illusoire. Cela rappelle les difficultés rencontrées par les armées alliées lors de la bataille de la Somme, où chaque avancée se payait au prix fort. Dans les rangs, le nom de Bakhmout revient, murmuré comme un avertissement. Là-bas, l'épuisement avait sapé toute résistance, jusqu'à l'effondrement final. Aujourd'hui, beaucoup craignent une répétition, une perte qui marquerait un tournant douloureux dans la guerre. L'histoire militaire est riche de ces moments de bascule, où une défaite locale entraîne un effet domino. Autour de Kupiansk, des poches d'encerclement se dessinent. Jusqu'à 1000 soldats pourraient se retrouver piégés, coupés du ravitaillement, chaque route devenant un couloir de mort. Les opérations de sortie virent à la mission suicide, rappelant les encerclements subis par l'armée soviétique à Kiev en 1941. La tension psychologique est à son comble. Les évacuations s'enchaînent, le commandement hésite, partagé entre l'abandon de position et le risque d'hécatombe. Dans les bureaux du pouvoir, certains suggèrent désormais, à voix basse, une suspension temporaire des combats pour éviter le pire. Ce débat stratégique rappelle les discussions désespérées à Dunkerque, lorsque l'évacuation était devenue la seule issue. Mais sur le terrain, les récits officiels s'effritent face à la réalité. Soldats et civils constatent l'écart entre les discours de Kiev et la violence du quotidien. Cette fracture nourrit la défiance, affaiblit la cohésion nationale
et ouvre la voie à des ruptures inattendues. L'histoire contemporaine regorge d'exemples où la perte de confiance dans les autorités a accéléré la chute d'un régime. Ignorer ces signaux, c'est risquer de sous-estimer l'adversaire et, pire encore, d'être pris de court par un bouleversement politique. On se souvient de la rapidité avec laquelle le front sud du Vietnam s'est effondré en 1975, précipitant la chute de Saïgon en quelques jours seulement. Pendant ce temps, l'effondrement du réseau énergétique aggrave la crise. L'impact va bien au-delà de la ligne de front, menaçant l'économie et la vie quotidienne de millions d'Ukrainiens. Les entreprises ferment, les écoles restent portes closes, l'approvisionnement en denrées devient incertain. Les files d'attente s'allongent devant les stations-service et les supermarchés, comme lors des grandes crises économiques du XXe siècle. La guerre de position laisse place à une guerre d'usure, où l'influence pèse autant que les armes. Chaque attaque contre les infrastructures vitales, chaque déclaration mesurée, redessine la carte du conflit et creuse l'incertitude. Rien n'est plus figé. Tout peut basculer d'un instant à l'autre. La pression venue de l'Occident monte d'un cran. Les États-Unis multiplient les avertissements, durcissent leurs discours, tandis que l'Europe raffermit ses alliances, prépare des soutiens plus visibles. La diplomatie devient une force constante, où la moindre faille est immédiatement exploitée par Moscou. Cela rappelle la guerre froide, lorsque chaque déclaration publique pouvait faire basculer l'équilibre des puissances. En réponse, la Russie adapte sa stratégie économique. Elle resserre son contrôle sur les actifs étrangers, accélère la dédollarisation, adopte des mesures draconiennes pour réduire sa dépendance aux réseaux financiers occidentaux. L'objectif, renforcer sa résilience interne, limiter la capacité d'action de ses adversaires. Ce type de stratégie rappelle les mesures d'autarcie prises par certains pays lors de grandes crises économiques afin de préserver leur souveraineté. À Kiev, la tension politique atteint son paroxysme. Le débat sur l'organisation d'élections en temps de guerre divise les élites, tandis que l'éventualité de négociations avec une administration américaine dirigée par Donald Trump hante les couloirs du pouvoir et les médias. Cette incertitude alimente les doutes sur la stabilité du gouvernement ukrainien. Les exemples historiques abondent. En Afghanistan, le vide politique a souvent précédé l'effondrement militaire. L'écart se creuse entre les discours officiels, qui vantent la résilience et annoncent la victoire, et une réalité de plus en plus fragile. Cette dissonance nourrit la méfiance, fragilise la confiance des alliés et ouvre la voie à la spéculation et à la désinformation. Pendant la Première Guerre mondiale, de tels écarts entre propagande et réalité ont contribué à la lassitude des populations et à la montée de mouvements contestataires. Plusieurs scénarios s'esquissent. Certains envisagent une reprise du dialogue, d'autres un gel du conflit, tandis que le renforcement du partenariat russo-chinois pourrait redéfinir l'équilibre stratégique en Eurasie. Chaque option comporte ses propres risques et opportunités. L'histoire montre que les alliances peuvent basculer rapidement, comme lors du rapprochement sino-américain dans les années 70. Pour les citoyens, mal anticiper ces évolutions expose à des ruptures dans l'approvisionnement énergétique, à des secousses politiques et à une vague de désinformation de grande ampleur. Comprendre ces mutations devient alors essentiel pour préserver sa sécurité et sa capacité d'adaptation. Les crises précédentes, comme celle du pétrole dans les années 70, ont démontré l'importance d'une préparation proactive. La crise s'approfondit et les choix à venir pèseront lourdement sur le destin de la région. À l'horizon, chaque acteur se prépare à des bouleversements imprévisibles, tout comme durant la dissolution de l'Union soviétique, où l'incertitude a régné jusqu'au dernier moment. Ne soyez pas seulement témoin d'une crise prévisible. Apprenez à lire entre les lignes, à repérer les signaux faibles. Suivre l'actualité ne suffit plus. Il faut désormais décoder ce qui y est dissimulé. Chaque titre anxiogène, chaque image de blackout ou d'exode, porte en filigrane des indices qui, mis bout à bout, dessinent la réalité de demain. Premier réflexe indispensable, détecter les prémices d'un basculement. Observez les contradictions entre médias, les annonces d'évacuation soudaines, les perturbations logistiques brutales. Lorsque, en quelques heures, plusieurs dizaines de villages sont évacués ou que des interruptions frappent autant de foyers, ce ne sont plus de simples incidents, mais les signes avant-coureurs d'un bouleversement majeur.
Comprendre la place centrale des infrastructures énergétiques, c'est saisir la logique profonde de la guerre contemporaine. Chaque frappe sur une centrale, chaque blackout, vise à miner la capacité militaire, le moral des civils et l'autorité de l'État. Désormais, l'énergie est le nerf vital de toute résistance. C'est le cœur battant d'une société moderne. Le priver d'oxygène, c'est asphyxier le pays. Il est tout aussi crucial de décoder les stratégies de communication politique. Écoutez comment certains responsables insistent sur la préparation au long cours ou sur une résilience coûte que coûte. Derrière ces formules, il peut se cacher la volonté d'étouffer l'urgence ou de préparer l'opinion à de nouveaux sacrifices. Apprenez à distinguer le fait du récit, la donnée brute du storytelling, en vous inspirant des méthodes d'analyse utilisées par les journalistes d'investigation. Mais comment anticiper l'impact de ces crises sur votre vie quotidienne? Imaginez une coupure prolongée, une flambée des prix, une désinformation massive, une instabilité économique. Chaque événement, même lointain, peut déclencher un effet domino. Dans ce maelstrom, seul un regard critique permet d'éviter les pièges de la panique et de la manipulation. Rappelez-vous la crise financière de 2008, où le manque d'anticipation a piégé des millions de familles. D'où la nécessité absolue de croiser les sources et de refuser tout récit unique, officiel ou parallèle. Internet regorge d'analystes, de médias indépendants, de témoins directs. Recoupez, vérifiez, interrogez. Plus vous multipliez les angles de vue, plus vous renforcez votre capacité à anticiper les futures secousses. Prenez exemple sur les blogueurs spécialisés dans le fact-checking, qui confrontent chaque information à plusieurs sources. Au final, s'informer sans recul critique, c'est abandonner le contrôle à d'autres, avec le risque d'être pris au dépourvu, manipulé, voire exposé aux conséquences les plus concrètes d'une crise. Face à une brume informationnelle, votre vigilance reste votre seul rempart. Comme le disait le journaliste George Orwell, dans un temps de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. À mesure que l'incertitude s'installe, la capacité d'analyse devient un enjeu de survie. Le prochain défi, comprendre comment ces dynamiques façonnent déjà l'avenir politique et économique de la région et quelles options concrètes s'offrent à chacun pour se préparer. Pour agir dès maintenant, voici quelques étapes concrètes. Premièrement, constituer des réserves de première nécessité. Eau, nourriture non périssable, lampes à piles, radio manuelle. Il ne s'agit pas de céder à la panique, mais de faire preuve de prévoyance. En Allemagne, après les inondations de 2021, les autorités ont recommandé à chaque foyer de pouvoir tenir au moins 3 jours en autonomie. Deuxièmement, apprenez à utiliser des outils de surveillance de l'information. Des applications comme Signal ou Telegram permettent de rester informé même en cas de coupure. Abonnez-vous à plusieurs canaux, diversifiez vos sources et configurez des alertes pour ne manquer aucune annonce importante. Troisièmement, éduquez votre entourage. Expliquez à vos proches l'importance de l'autonomie énergétique, de la gestion des stocks, du tri de l'information. Organisez des simulations de panne ou de coupure pour que chacun sache comment réagir en cas d'urgence. Les pays nordiques pratiquent régulièrement ce type d'exercice, ce qui explique leur résilience face aux crises. Quatrièmement, restez attentif aux signaux faibles. Le moindre changement de discours officiel, la moindre rumeur persistante, peut annoncer un tournant. Soyez critique face aux fausses informations. Vérifiez systématiquement ce que vous lisez ou entendez. Le fact-checking, popularisé par des sites comme Les Décodeurs ou AFP Factuel, doit devenir un réflexe quotidien. Cinquièmement, entretenez votre réseau social et communautaire. En temps de crise, l'entraide est un facteur clé de survie. Participez à des groupes locaux de veille, échangez des conseils, mutualisez les ressources. Lors de la tempête de verglas au Québec en 1998, c'est la solidarité entre voisins qui a permis de limiter les pertes humaines. Enfin, informez-vous sur les procédures d'évacuation, les points de rassemblement, les consignes officielles. Préparez un plan familial, testez-le régulièrement. Ce sont ces gestes simples qui font la différence lorsque la crise éclate. À chacun de décider, subir la coupure ou allumer sa propre lumière de lucidité. Dans un monde où l'information est aussi précieuse que l'électricité,
veillez à rester maître de votre récit. Tandis que la crise ukrainienne s'aggrave, l'écart entre la réalité du terrain et la version officielle se creuse inexorablement. Les frappes sur l'énergie ne sont pas de simples gestes militaires. Elles visent à miner la défense, mais surtout à éroder la légitimité et la cohésion du pays. Le conflit ne se limite plus aux armes, il envahit désormais l'espace de l'information et de la perception. Fermer les yeux, c'est s'exposer à la manipulation. Laisser d'autres contrôler le récit, c'est abandonner sa capacité de choix et d'anticipation. Refuser la passivité, c'est préserver son autonomie, se préparer à l'imprévu et maintenir sa résilience face à l'incertitude. Chaque attaque sur le réseau ukrainien déclenche des ondes de choc, sur la sécurité, l'économie, la vie quotidienne. Ce ne sont pas que les infrastructures qui vacillent, mais aussi la confiance dans ce que vous croyez savoir. Comprendre ces nouvelles guerres hybrides, c'est apprendre à décoder les signaux faibles, à repérer les tentatives de brouillage, à ajuster sa propre stratégie d'information et de préparation. Ne subissez pas l'incertitude comme une fatalité. Multipliez les sources, interrogez les discours, cherchez ce qui se cache derrière chaque affirmation. Préparez des alternatives, car la prochaine crise, plus rapide ou plus proche qu'on ne l'imagine, pourrait vous toucher de plein fouet. La bataille pour l'énergie et celle pour l'opinion publique ne font que commencer. Gardez l'esprit alerte, exigez de la transparence et souvenez-vous, dans un monde en accélération constante, votre vigilance demeure votre meilleur rempart. Alors, face à l'obscurité qui gagne, choisirez-vous de fermer les yeux ou d'allumer la lumière de la compréhension? La décision vous appartient.